ces nouveaux ateliers virtuels du Gers, les 20e. On est déjà en 2022 et il est encore temps, bien sûr, de vous souhaiter à tous, en mon nom, au nom de David, bien sûr, au nom du GIE Gers et de Gers SAS, de vous présenter à tous nos meilleurs voeux de santé, de bonheur, de prospérité. Bon, bien entendu, la santé est essentielle dans cette période et surtout en espérant que 2022 nous permette de retrouver une vie normale, entre guillemets. Alors déjà, on l'a dit, les 20e ateliers virtuels, et nous battons un record puisque vous avez été plus de 1000 personnes à vous inscrire pour ces ateliers. C'est pour ça qu'on attendait un tout petit peu. Donc bravo et surtout merci à vous tous pour cette fidélité qui ne cesse d'augmenter de semaine en semaine. On a démarré, on était 150-200, je n'ai plus le chiffre du premier atelier. On est à plus de 1000 aujourd'hui, donc vraiment un grand, grand merci. Alors, ces ateliers sont bien sûr, vous le savez, possibles grâce à la situation du Gers au sein de l'écosystème CGDIM Pharma. On va puiser l'essentiel de nos données au sein des différentes BU du groupe, que ça soit Smarteris, que ça soit toutes les données issues des logiciels et de Smart 360, Smart 360 Groupement, ces médias Futura Media, Medexact, de la BCB, et tout cela grâce à toutes les activités du groupe. Alors, ces données sont partagées énormément avec les autorités de santé, vous le savez, avec l'assurance maladie, la DGS, le ministère de la Santé, bien entendu, le comité interministériel sur la sécurité sanitaire également, l'ANSM. Et tout cela est possible grâce aux données hospitalières Statop, aux données de prescription TIN qui ont été sélectionnées et par l'ANSM, mais également par le CEPS pour le suivi de l'analyse de la prescription chez les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Et puis, on a bien sûr toutes les données d'achat et de distribution des officines grâce au Sell-in, au SOG Now, SOG Early, Sell-out, et puis les données de Gers Rupture. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer et vous présenter le bilan de 2021. Et je laisse tout de suite la parole à David. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Patrick, je suis ravi d'être avec vous. Et puis du coup, je suis soutenu par toutes les équipes qui sont sur le fond d'écran derrière moi, qui supportent, on le verra au moment de la présentation, toutes les lubies des uns et des autres pour pouvoir essayer de partager avec vous le maximum d'informations en ce début d'année. Et pour commencer à échanger un peu le format, pourquoi tournant sur 2021, on va le voir. C'est, mine de rien, on parle des données de santé, on dit que c'est une technologie de pointe, qu'il y a beaucoup de recherche et développement, et pendant des années, on avait un marché officinal qui restait stable, autour de 36 milliards, des fois un petit peu plus. Et même, je me rappelle l'année dernière, quand on a présenté les chiffres avec Patrick, on était en croissance de 0,2% et on se disait tout ça pour ça, parce que ça avait nécessité de l'énergie de la part du réseau officinal, par rapport à l'ensemble des professionnels de santé, par rapport aux industriels sur la livraison. Et on voit cette année, on est passé hors mission Covid de 36 milliards à plus de 38 milliards, 6,6% de croissance par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde par statut de produit, donc par rapport à l'ADN de chacun des produits de santé, vous pouvez voir l'année dernière, on avait quasiment pas du tout le même format. Et là, on voit tous les types de statuts sont en croissance, excepté le vétérinaire, qui montre bien une chose. Ça montre bien qu'à un moment donné, on peut avoir des phénomènes d'opportunité dans le réseau officinal de croissance parce qu'on était l'année dernière en confinement strict, notamment au mois de mars. On avait aussi effectivement les cabinets de vétérinaires qui étaient fermés, mais on a vu qu'on avait une grosse croissance l'année dernière sur les produits vétérinaires, qui est revenu à son même niveau
que 2019. Mais sinon, excepté ça, vous pouvez le voir, forte croissance, plus d'1,7 milliard sur le médicament remboursable. C'est une croissance qu'on n'avait pas vue depuis des années, avec surtout les produits de sortie de réserve hospitalière. Mais on voit effectivement des croissances, quel que soit le statut de produit. Rajoutons quand même un point sur des missions qui structurent le réseau officinal ou qui le déstructurent aussi par rapport à ces relations humaines. C'est probablement dans le réseau officinal, on n'est pas loin de considérer que, au moins philosophiquement, on est proche du plein emploi, difficulté à recruter, difficulté à gérer le flux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 13 millions de vaccins. Juste une parenthèse sur la vaccination. 2017, je crois que c'est l'ordre de grandeur, le réseau officinal avait l'autorisation de faire de la vaccination grippe. Globalement, tout le monde trouvait que le concept était intéressant par rapport aux nouvelles missions et rares étaient les pharmacies qui pensaient faire de la vaccination. Et puis, on se retrouve quelques années après avec cette pandémie où aujourd'hui, on a quasiment 85% du réseau officinal qui fait de la vaccination Covid, 13 millions de doses délivrées en 2021 et sur les premiers jours de 2022, et tests antigéniques, plus de 70 millions de tests de manière à pouvoir suivre la population et l'évolution de la pandémie. Et ça fait, en incrémental quand même dans le réseau officinal, plus de 2 milliards d'euros rajoutés. Donc, on dépasse les 40 milliards d'euros aujourd'hui dans le réseau officinal. Alors, toujours l'enjeu, c'est de se dire, OK, comment ça a évolué entre le début de l'année et la fin de l'année, de voir les évolutions. Alors, on a rajouté aussi 2019, parce que c'est vrai que ça me fait toujours sourire, mais l'année dernière, quand les chiffres étaient négatifs pendant ce premier confinement, personne ne disait, écoute, arrête de mettre des évolutions, on sait que c'est plus dur. On me disait, bah, c'est bien de voir l'état des dégâts. Et puis cette année, quand c'était mieux que l'année dernière, on me disait, ouais, mais mine de rien, 2020, ce n'était pas une année normale. Est-ce que tu peux comparer par rapport à 2019? Donc, on a rajouté entre parenthèses l'évolution par rapport à 2019. Ce qu'on constate, c'est prescription de ville, plus 4%, stable par rapport à 2019. Par contre, forte croissance de la prescription hospitalière délivrée en ville. Forte croissance, Patrick y reviendra tout à l'heure. C'est aussi un changement structurant. C'est un changement structurant, on va le voir dans l'analyse de la marge, puisque l'impact sur le taux de marge sur ce type de produit est très fort, puisqu'on est autour de 97,60 € de marge à la délivrance de ces produits-là, sur des produits qui peuvent parfois faire plusieurs milliers d'euros. Et la partie conseil, la délivrance hors prescription, là aussi on est dynamique, avec, comme vous pouvez le voir, une fin d'année explosif au sens premier du terme, puisqu'on est à plus 17 et plus 7 par rapport à 2019. Quand on raisonne par taux de TVA, vous savez à quel point je déteste l'analyse par taux de TVA, non pas parce qu'elle n'a pas d'intérêt économique, mais surtout parce qu'elle n'a pas d'intérêt analytique. Le 2,1, forte croissance portée quand même par la réserve hospitalière, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait une croissance sur le taux de TVA 2,1 qu'on a une croissance du nombre d'ordonnances. On a plutôt une croissance du prix des médicaments. Le 5,5 qui mélange à la fois compléments alimentaires, denrées alimentaires, certains dispositifs médicaux sur prescription. Là aussi, on est dynamique, plus 4, sur un dernier trimestre à plus 10. Donc, une dynamique soutenue sur cette fin d'année. Le 10% porté par l'OTC, le médicament de prescription médicale facultative non remboursable, mais aussi avec la prescription obligatoire non remboursable. Et là, on le voit, c'est, je pense, une des premières années depuis longtemps où on arrive à être tout juste positif par rapport à l'année précédente, plus 1% sur toute l'année, avec, comme vous pouvez le voir, on y reviendra tout à l'heure, un début d'année catastrophique sur cette TVA, et le 20% qui mélange de la parapharmacie, qui mélange les accessoires, qui mélange des dispositifs médicaux, et là aussi plus 4 par rapport à l'année dernière. Un trafic hors mission Covid, pour ne pas se méprendre sur les propos, mais globalement, passage en caisse en pharmacie, indépendamment de la réalisation des tests antigéniques, on a sur toute l'année moins 2% par rapport à 2019, plus 1 par rapport à l'année dernière. Donc, un réseau officinal qui reste
dynamique qui reste attractif par la patientèle et les consommateurs. On a réellement la mise en place et une transformation du rôle du pharmacien qui devient vraiment aujourd'hui légitime comme acteur de santé de premier recours, accessible pour la prise en charge de la santé au sens large du terme. Alors, effectivement, comment ne pas parler du séisme des tests et malgré tout de la surprise sur le vaccin? Là, on vous a mis depuis le début de l'année la réalisation des tests antigéniques en pharmacie. Et comme vous pouvez le voir, une fin d'année, on va le dire magistrale au sens courbe du terme, des niveaux qui à chaque fois se déplafonnent, ce qui montre bien que le réseau officinal a aussi cette capacité élastique de modifier les horaires, de modifier les jours, de manière à pouvoir absorber ce flot de demande et cette adéquation entre ce qu'effectivement on a les produits en disponibilité et la capacité à le faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est quasiment à 2 fois plus élevé que ce qu'on observait même au mois d'août pendant la mise en place du pass. Et puis, il y a une question qui se pose toujours sur symptomatique, asymptomatique. Qu'est-ce qu'on voit dans les bases médecins sur la base SIN en termes de présomption? On voit que le nombre de cas suivis par le médecin généraliste est bien inférieur au nombre de cas positifs. Et avec les équipes, on a mis en regard justement les PCR positifs et du symptomatique, et ceux effectivement qu'on suit dans les médecins, à travers les médecins. Et on voit bien, dès lors qu'on est sur du Covid symptomatique, donc du coup positif, on a effectivement souvent une consultation chez le médecin généraliste et donc un suivi par rapport au profil du patient. Et ça, c'est excessivement intéressant dans cette capacité ensuite à pouvoir faire des études observationnelles et avoir cette lecture beaucoup plus profonde de l'évolution des cas symptomatiques de Covid. On parlait tout à l'heure des tests antigéniques. On pensait que le plafond était à 3 millions. On est à 4,3 millions. Probablement la semaine dernière, on a dépassé les 4,6 millions, quasiment 5 millions de tests antigéniques. Donc, on a vraiment cette profondeur. Les autotests, plutôt la baisse liée au fait qu'on avait des approvisionnements parfois éclectiques. On va être probablement aussi très, très élevé sur ces premières semaines de janvier. Donc, on a vraiment ces missions, ces notions d'accompagnement qui sont forts et qui vont perdurer probablement sur 2022. Vaccination grippe, excessivement intéressant de mon point de vue. C'est vrai qu'on en discutait encore avec Patrick il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a cette opportunité de pouvoir suivre ce qui se passe, de pouvoir prendre du recul sur un certain nombre d'éléments et puis de se dire, tiens, comment ça va évoluer. Rappelez-vous, 2020, on est dans un beau pays où on annonce qu'il n'y a probablement pas assez de vaccins pour tout le monde, mais en fait, tout le monde a envie de le faire. Vous voyez, le premier jour en 2020 de l'ouverture de la vaccination, on était à 2,3 millions de doses de vaccins. Cette année, ça a commencé plus lentement, au même titre qu'une autre année, mais on voit bien que, mine de rien, semaine après semaine, jour après jour, dans le suivi, aujourd'hui, on a une vaccination grippe qui est à moins 5% par rapport à l'année dernière et quand même à plus 10% par rapport à 2019, ce qui montre bien qu'il y a quand même des habitudes qui évoluent, des prises en charge qui sont différentes. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir suivre dans le temps, effectivement, est-ce que la vaccination va faire partie du quotidien de tout à chacun et de la population. Alors, quand on voit l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de la prescription, regardons un petit peu ce qui se passe en médecine et notamment d'abord en médecine générale. Plus 4% par rapport à l'année dernière en termes de consultation. Et puis, c'est vrai que dans mon beau métier, et vous le savez pour ceux avec qui j'échange, on a cette capacité à torturer les chiffres pour faire avouer ce qu'on a envie qu'ils avouent. Mais on a regardé en se disant, OK, plus 4, mais quelles sont les consultations qui ont donné lieu à une prescription et comment elles ont évolué versus ceux qui n'ont pas donné lieu à une prescription, notamment par rapport aux nouvelles missions, la vaccination également. Et on voit bien quand même que par rapport à l'année dernière, sur le plus 4, on est plutôt à plus 2 en termes de réalisation de consultation avec une prescription, ce qui fait que du coup, de facto, on est légèrement en recul par rapport aux années précédentes en termes de consultation chez le médecin généraliste. L'autre phénomène
qu'on a vu émerger fortement l'année dernière sur justement la téléconsultation. Et là, on voit aussi le fort pic, ça représentait 24% en avril dernier, dernier, donc 2020, sur l'ensemble des consultations. Mais si globalement, je mets tout sur une base 100, aujourd'hui, je suis à un quart du niveau de téléconsultation que ce que j'avais l'année passée. Et donc, on a aujourd'hui une téléconsultation qui peine quand même à s'installer dans le réseau de médecine générale, à prendre sa place, à trouver l'équilibre entre présentiel et digital. Et effectivement, on est à plus 4, à 4%, excusez-moi, des téléconsultations, plutôt 3% sur la fin de l'année. Et effectivement, on est stable, comme vous pouvez le voir, sur quasiment toute la deuxième partie de l'année 2021. Alors, quand on regarde ce qui se passe en termes d'activité sur les spécialités en 2021, qu'on se compare à 2020 ou à 2018-2019, on voit bien on est globalement, pour certaines spécialités, retourné en croissance par rapport à l'année dernière. On reste, quelles que soient les spécialités, en recul, voire en fort recul par rapport aux années pré-Covid. Je pense notamment psychiatre, je pense notamment rhumatologue, où on est en fort recul. On le voit bien sur la gastro, on est à -3 par rapport aux années pré-Covid. Cardio, pareil. Gynéco, -9. Neuro-endocrino, -6, -1. Et légèrement positif quand même chez le pneumo, où on est légèrement plus 2, probablement aussi lié à l'impact que peut avoir le Covid sur le respiratoire, et -5 chez le pédiatre. Pathologie hivernale, on va peut-être le retransformer, et c'est vraiment plus un trait d'humour qu'autre chose, sur un indicateur qu'on pourrait dire de convivialité, c'est-à-dire de regroupement des uns des autres avec une fragilité des gestes barrières. Et on a mis les courbes en cumul fixe par rapport à l'année dernière, et on voit qu'avec un démarrage très, très délicat, vous regardez, rhinopharyngite, pharyngite, sinusite, on commençait entre -60 et -70, -80%. Et pour autant, en laryngite, on va finir à +6 en termes de consultation pendant cette année 2021, +4 sur la rhinopharyngite. Il y a effectivement, comme vous pouvez voir, la grippe qui prend un soufflet puisqu'on est à -61. Alors, je sais ce que vous allez me dire, et vous allez me dire, OK, mais -61 par rapport à 2020, laryngite, pareil, +6, mais qu'est-ce que ça donne par rapport à 2019 ? Là, effectivement, on est quand même en recul, c'est-à-dire qu'on n'a pas repris nos mauvaises habitudes de gestes barrières, d'hygiène parfois un peu douteuse, qui fait qu'on est malgré tout sur l'ensemble des pathologies entre -30 et -50% sur l'ensemble des maux divers par rapport à 2019. Patrick, médicaments remboursables, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau? Merci. Donc, effectivement, donc on termine cette année 2021 sur une très, très forte progression, puisqu'on est à plus 8% par rapport à 2020, ce qui est une évolution extrêmement importante, l'une des plus fortes qu'on ait jamais enregistrées. Si on veut également se comparer à 2019, qui était une année, on va dire, normale, là, on est à plus 10%. Donc, on voit vraiment que cette année 2021 a été marquée par un très, très net regain et une forte progression au sein du médicament remboursable. Alors, voyons maintenant quelles sont un peu les classes qui, justement, par rapport à 2020, qui ont tiré le marché. Et si on regarde les 10 classes les plus dynamiques, déjà, ces 10 classes représentent près de 40% du marché. Et on retrouve, bon, bien sûr, les classes dont on parle chaque mois. On retrouve les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, comme David aime bien toutes ces classes-là et la façon
dont on les énumère, donc on voit qu'elles sont en forte progression, plus 10%, les inhibiteurs directs du facteur 10A, plus 15%, les produits antinéovascularisation, plus 13%. On voit que bon, toutes ces classes sont en forte progression, les inhibiteurs de l'interleukine, plus 38%. Seules 3 classes sont stables par rapport à 2020. Donc, ce sont les antiviraux VIH, les insulines humaines et les produits de la sclérose en plaques. Mais globalement, ces 10 principales classes ont une très, très forte progression et on le voit dans le delta de chiffre d'affaires, le poids que ça peut représenter. Alors, slide suivante, quand on maintenant regarde les contributeurs à la croissance ou à la décroissance. Bon, dans les contributeurs à la croissance, là, on retrouve les produits de la fibrose cystique et on verra tout à l'heure dans les produits quel produit qui est responsable, parce qu'il y a un seul produit quasiment qui est responsable de cette augmentation. Donc, plus 177 millions d'euros, soit 82% d'évolution. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, 172 millions d'évolution, plus 10%. Les autres produits du système nerveux central, plus 165 millions. Les inhibiteurs de l'interleukine, 161 millions. Et les inhibiteurs du facteur 10A, 113 millions. Donc, avec des évolutions fortes. En revanche, on a quelques classes qui pèsent sur la décroissance pour moins de 200 millions, alors que le top 5 pesait pour une croissance de presque 800 millions. Donc, dans ces classes, on retrouve les agonistes B2 et les corticoïdes, moins 23 millions, les antiagrégants plaquettaires, moins 19 millions, les antiviraux hépatites, moins 17 millions, vaccins bactériens, moins 16 millions, et les agents antiparathyroïdiens, moins 14 millions. Or, pour certains, c'est lié à la pénétration des génériques, pour d'autres, ce sont des effets qui sont liés à une décroissance des produits ou une absence de pathologie. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé au niveau des laboratoires. Alors, au niveau des laboratoires, globalement, mis à part 2 laboratoires dans le top 15, ils sont tous au-dessus de 0. Et surtout, on a un gros bloc de laboratoires qui sont au-dessus de l'évolution du marché, qui est de plus 8,3. Dans ces laboratoires extrêmement dynamiques, on retrouve Janssen, qui est le 4e laboratoire en chiffre d'affaires et qui a une très forte évolution. On retrouve Pfizer, on retrouve Bayer, on retrouve BMS, AstraZeneca, MSD. Novartis, qui est le premier laboratoire du marché, a une évolution très proche de celle du marché, tout comme Viatris, qui est légèrement en dessous. Biogarant, Sanofi sont très proches de l'évolution du marché. En revanche, on a AbbVie, Teva, qui sont très légèrement, qui restent positifs, mais en dessous de l'évolution du marché. Et Sandoz et GSK, comme je vous l'ai dit au début, qui, eux, ont une évolution négative. Les laboratoires qui contribuent le plus à la croissance du marché remboursable, là, on retrouve des laboratoires qu'on a un peu moins l'habitude, du moins un laboratoire qu'on a un peu moins l'habitude de rencontrer, c'est Vertex Pharmaceuticals, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 177 millions en 2021. Ensuite, Janssen, plus 157 millions, Pfizer, plus 133 millions, Novartis, plus 119, on est bien sûr en valeur absolue, et BMS, plus 85 millions. Vous voyez qu'en fonction des laboratoires, cela représente des évolutions plus ou moins importantes et cela dépend bien entendu de la taille de leur chiffre d'affaires. Alors, voyons maintenant au niveau des produits. Au niveau des produits, quand on regarde les 5 produits qui ont contribué le plus à la croissance en 2021, on retrouve le produit de chez Pfizer, Vyndaqel, au niveau des produits du système nerveux central, plus 131 millions, 242% d'évolution. Vertex, qui a une très, très forte évolution. Cette évolution est due à un de ces produits qui est Kaftrio dans les fibroses cystiques.
Ensuite, chez BMS, on retrouve encore une fois Eliquis, qui a une très forte progression, un inhibiteur direct du facteur 10A. Un autre produit pour le traitement des fibrocystiques de chez Vertex, qui est Calideco, avec plus 81 millions, donc 217% d'évolution. Et enfin, Bayer, avec des produits d'antinéovascularisation, cancéro, avec Elea. Donc voilà, avec 65 millions de croissance. Donc vraiment, ces 5 produits qui contribuent de façon extrêmement importante. Alors également au niveau des… Que s'est-il passé au niveau de la pénétration des génériques? Là, vous avez les taux mensuels de pénétration de ces génériques sur les 3 années, 2019, 2020, 2021. Et quand on regarde 2021, ben on voit que le taux de pénétration a progressé sur le total de l'année 21, puisqu'il est passé de 83,4 en 2020 à 83,9 en 2021. Par rapport à 2019, il y a une très forte progression. On l'avait vu déjà l'an dernier. Bien sûr, la mise en place de l'article 66 explique en grande partie cette augmentation des taux de pénétration des génériques, mais celle-ci continue à se maintenir. Alors, quand on regarde maintenant le taux de pénétration mensuel des biosimilaires en ville, on a regardé entre 2019 également et 2020 et 2021. On voit qu'à ce niveau-là, il y a eu on va dire une stabilisation. En 2019, le taux de pénétration était de 20,5 pour les biosimilaires. En 2020, il était monté à 22,7 et sur les 11 premiers mois de l'année, on n'a pas pu avoir le calcul pour décembre, on est à 20,1. Vraisemblablement, on devrait passer peut-être à 20,5, 20,8% en fin d'année, mais avec une légère baisse par rapport à 2020. Alors, cette baisse du taux de pénétration des biosimilaires a été importante, notamment entre octobre 2021 et novembre 2021. Elle est liée à la baisse de 2 molécules, du taux de pénétration de 2 molécules. Il s'agit de la phylotropine alpha, qui a baissé de moins 0,7%, et également de l'insuline asparte, qui, elle, a baissé de 0,2 points. Donc, ceci explique en partie cette baisse sur octobre-novembre. Slide suivante. Quand on regarde le même schéma, mais en enlevant l'énoxaparine et l'insuline glargine, qui sont 2 produits atypiques, toujours entre 2019 et 2021, là, on voit que la progression est constante. On est passé de 15,1% en 2019 à 18,1% en 2020. Et à fin novembre 2021, on est à 20,6%. Donc, on devrait dépasser les 21% en fin d'année, donc avec une augmentation quand on ne tient pas compte de ces 2 produits. Donc, voilà pour les taux de pénétration des biosimilaires. Alors, faisons un focus néanmoins sur 2 molécules qui sont la somatropine et le pegfilgrastim, puisque dans l'article 64 de la loi de finances pour 2022, il y a une modification, puisque jusqu'à présent, la substitution des biosimilaires n'était pas quelque chose d'officiel, et c'était surtout le prescripteur qui initiait le fait qu'un biosimilaire était délivré à la place d'un bioréférent. Donc, cet article 64 va introduire cette substitution, et il y a une étude d'impact qui est prévue dans cette loi de finances 2022. Donc, le gouvernement a
a pris l'hypothèse de travailler sur 2 groupes biologiques qui étaient initialement concernés, donc l'hormone de croissance somatotropine, le référent c'est le génotonorme de chez Pfizer, et également le facteur de croissance hématopoïétique, pegfilgrastim, Neulasta, d'Amgen. Donc là, vous avez les taux de pénétration toujours sur ces 3 années, hein, on voit qu'ils étaient un peu en… Bon, ils étaient assez en augmentation sur le début de l'année 2021 en ce qui concerne la somatotropine. Ensuite, sur le deuxième semestre de l'année 2021, ça a plutôt baissé. Donc, on devrait avoir un taux de pénétration pour 2021 par rapport à 2020 sur la somatotropine qui sera assez stable. En revanche, pour le pegfilgrastim, là, on a des taux de substitution qui ont été à chaque fois plus forts en 2021 qu'en 2020 et très largement plus forts qu'ils ne l'étaient en 2019. Donc, il y a une étude qui va être menée sur ces 2 classes et nous ne manquerons pas de vous donner les chiffres lors de nos prochains ateliers. Alors, faisons maintenant un focus sur ce qui s'est passé sur les variations de prix, puisque vous savez que pour chacun d'entre vous, cela représente un impact assez, voire très important. L'objectif de la loi de finances 2021 était un rendement de 640 millions d'euros net, à la fois en ville et à l'hôpital. Il y avait, alors en économie, sécurité sociale, le gouvernement souhaitait obtenir ces 640 millions. Sur l'année 2021, en prix net, on pense que le rendement sera de 471 millions sur cette année 2021, soit une sous-exécution d'environ 170 millions d'euros, ce qui est énorme. Donc, moins de rendement pour cette année 2021 en ce qui concerne les baisses de prix, même si elles sont importantes pour chacune d'entre vous. En ce qui concerne les pouvoirs publics, cette mesure a été moins efficace et en tout cas a rapporté moins que ce qui était prévu lors de la loi de finances 2021. Slide suivante. Donc, quand on regarde le dispatch entre la ville et l'hôpital, donc vous voyez que les produits hors répertoire en ville représentent la plus grande partie de ces baisses de prix, avec plus de 50%. Ensuite, on a des génériques et puis les princeps. Et quand on regarde sur le hors répertoire, on voit que le hors répertoire, hors biosimilaire et bioréférent, représente à lui seul moins 163 millions de baisses de prix, les bioréférents moins 41 millions et les biosimilaires moins 14 millions. À l'hôpital, les biosimilaires représentent 72 millions des baisses de prix et les autres produits complètent ceci, les bioréférents, eux, n'étant pas du tout impactés par ces baisses de prix à l'hôpital. Faisons un point maintenant rapide sur les dispositifs médicaux de la LPPR. Et là, on voit, alors contrairement à ce qui s'est passé sur le médicament, on voit que l'évolution de 2021, tant par rapport à 2020 que par rapport à 2019, l'évolution est de plus 5%. En fait, c'est lié au fait qu'en 2020, il n'y avait quasiment pas eu d'évolution sur les dispositifs médicaux entre 2020 et 2019. On était même légèrement négatif à moins 0,3%. Donc, sur le dispositif médical LPPR, il y a une augmentation. On voit que sur les principales promesses, on voit que la compression et l'orthopédie sont les 2 domaines qui enregistrent les évolutions les plus importantes. Quand on regarde après les deux segments
qui sont les plus importants, les produits diabète avec le métabolisme et les pansements. Ils sont en évolution, mais avec une évolution moindre que celle du marché. Les soins post-op, eux, ont une implantation plus faible et une croissance également beaucoup plus faible. Donc, un marché qui se comporte totalement différemment de celui du médicament. Quand on regarde le top 20 des laboratoires dans ce domaine, pareil, hein, avec la barre des plus 4,7% d'évolution du marché, on a des très gros laboratoires comme Abbott, comme Molny, comme Tuan, qui sont les 3 des 4 premiers laboratoires dans ce domaine qui ont une progression au-dessus du marché. On voit Coloplast, qui est le deuxième sur le marché, a une évolution positive, mais inférieure à celle du marché, tout comme Yorgo. Après, on retrouve des grosses sociétés comme Sigvari, Sinotera, Joe, SM Europe, Porus, BSN, qui ont des évolutions supérieures à celles du marché. Hartmann est au niveau du marché, Brotier également. Et puis ensuite, on a des sociétés qui évoluent comme Roche Diabète, Lifecan, Becton, Ascensia et Smith & Nephew, qui ont des évolutions inférieures à celles du marché. David, tu peux nous donner les dernières tendances sur le conseil et les différents segments. Exactement, et uniquement parce que tu me le demandes. Sur le conseil, pour commencer par l'automédication, donc la délivrance de médicaments sur le conseil du pharmacien, qui comprend la prescription médicale facultative, mais remboursable ou non, délivrée hors prescription. Et globalement, si je pense que vous, nous et même le pharmacien, on aurait imaginé qu'on finisse l'année sur l'automédication par rapport à l'année dernière à +2, avec un démarrage de l'année à -25, je vous assure que je pense qu'on n'était pas nombreux à penser qu'on serait en croissance sur l'automédication par rapport à l'année dernière. Malgré tout, par rapport à 2019, on reste en recul de -5, mais quand vous voyez comment se terminent les courbes cette année, en 2021, sur novembre-décembre, et mine de rien, quand vous voyez année après année la proximité qu'il y a entre décembre et janvier, on peut imaginer que janvier démute très très bien et sera aussi un mois sur l'automédication proche de ce qu'on observait en 2019. Quand on regarde les contributeurs à la croissance, et ça aussi, ça fait longtemps qu'en termes d'équilibre, en termes de balance, on n'a pas eu un effet favorable entre le top 5 des contributeurs à la croissance et le top 5 des contributeurs à la décroissance. Pourtant, on a des raisons qui sont différentes. Quand vous regardez sur la croissance, toujours douleur et fièvre, et puis tout ce qui tourne autour du mal de gorge, la toux sèche, les brûlures d'estomac et la toux grasse. Ce qui est intéressant, notamment sur les contributeurs à la décroissance, c'est quand on fait un focus spécifique sur tonus et vitalité, c'est aussi lié à, je ne vais pas parler de marque ombrelle parce que du coup le terme est tabou, mais sur l'ensemble des marques qui comprennent aussi bien du médicament que les compléments alimentaires, parce qu'on va le voir dans les slides qui suivent, que sur la santé familiale au sens large du terme, sur le conseil médicinal, on va avoir la tonus vitalité qui est en croissance, et donc le médicament est désincarné au profit du complément alimentaire et les autres statuts. Quand on regarde le top 15 des laboratoires, ça pèse 76% du marché. On peut noter le quasi-équilibre de Boiron par rapport à l'année dernière qui finit l'année à -2 sur la partie automédication. Et donc, sinon, effectivement, forte croissance pour les 3 premiers acteurs, +12 pour Sanofi, +6 pour UPSA et également pour Johnson & Johnson, +5. On peut noter aussi l'embellie un petit peu de Reckitt à +14. Vous allez me dire, et c'est pour ça qu'avec l'équipe, on vous a préparé une slide particulière qui arrive. C'est effectivement, vous allez me dire, mais du coup, l'année dernière était vraiment atypique. Il y a à noter quand même dans le top 15 la dynamique et l'installation de laboratoires génériques comme Viatris, Biogarant et Teva qui s'installent durablement dans le top 15.
quand on regarde et quand on élargit sur le conseil santé et nutrition, on a aussi cette croissance de plus 4 avec un démarrage chaotique sur le début de l'année. Et c'est là que je vous parlais tout à l'heure d'un graphique qui est nouveau, et je vais passer quelques secondes à l'expliquer. C'est la question qu'on s'est posée, et surtout les échanges qu'on a, c'est souvent, on a vu dans certains cas, je fais de la croissance par rapport à 2020, mais c'était parce que j'avais fait de la décroissance par rapport à 2019, et réciproquement, je fais une très bonne année l'année dernière sur des opportunités, et puis du coup, je fais une mauvaise année dans la foulée. Et donc, dans ce mapping, vous avez 4 carrés. Le premier en haut à droite, c'est des promesses pour lesquelles j'ai une croissance en 2020 et en 2021. Et donc, c'est le cas typiquement tonus vitalité, c'est le cas du sommeil, qui sont des promesses fortes. Et la taille du cercle ou de la boule, plus il est foncé et grand, plus c'est un contributeur à la croissance entre 2021 et 2019. Et à même titre, quand vous regardez en bas à gauche, c'est des promesses pour lesquelles j'ai une décroissance et en 2020 et en 2021. Un des plus gros contributeurs à la décroissance, c'est rhume-étagrippal. Comme vous le voyez, il était 8e en 2019, il est passé 15e dans le top 15 des promesses. Et puis, vous avez des promesses qui ont fait une croissance l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'est en 2020 et pas en 2021, c'est typiquement le stress. Et d'autres promesses qui sont en croissance, mais pour autant qui n'arrivent pas au même niveau que ce qu'on avait en 2019. La bonne surprise, et je pense que c'est l'effet masque et vous aimez, moi je me fais rire à chaque fois, c'est l'hygiène bucco-dentaire. C'est clairement un segment que je ne sais pas expliquer pourquoi on est en forte croissance dans le réseau officinal, si ce n'est cette proximité qu'il y a entre le masque et le nez, qui fait qu'à un moment donné, le circuit fermé privilégie l'utilisation de l'hygiène bucco-dentaire. Et là, on est en croissance et en 2020 et en 2021. Donc, les contributeurs à la croissance, 2 fois plus de contributeurs à la croissance pour le top 10 en valeur absolue par rapport aux contributeurs à la décroissance. Là aussi, on a souligné dans ces contributeurs à la croissance ce qu'ils sont sur les 2 dernières années, c'est-à-dire aussi bien 2020 par rapport à 2019 que 2021 par rapport à 2020. Quasiment tous sont dynamiques sur ces 2 années, à part douleur et fièvre, principalement en décroissance cette année, surtout sur tout ce qui est thermomètre. Par contre, vous voyez l'immunité défense naturelle, forte croissance également, plus 50%, troubles de l'humeur également, et premier contributeur à la décroissance par rapport à 2019, rhume-étagrippal, et puis aussi, on va le voir tout à l'heure, perte de poids et des stockages qui sont en forte baisse, probablement parce que j'ai arrêté d'en acheter, et du coup, je prie m'excuser, parce que je pense qu'une forte baisse sur ces produits-là, elle est au fait que j'en ai moins acheté. Alors, quand on regarde le même principe, les laboratoires, j'ai souligné pour en faciliter la lecture, on a mis le top 25 pour essayer de partager le maximum d'informations avec vous. Ce qu'on peut voir sur des laboratoires qui sont en croissance sur ces 2 dernières années, on va avoir Nutergia, on va avoir Bayer, Menarini, Lacoper, AVA et Pierre Fabre. À la limite entre les deux. On va avoir des laboratoires qui ont fait une très, très belle année 2020, qui sont un petit peu en recul sur 2021 et pour autant quand même contributeurs à la croissance. Ça veut dire que je n'ai pas perdu tout ce que j'ai gagné l'année dernière. C'est ce qu'on a avec Pure Essentiel, avec Pranarome sur l'aroma, avec Hartmann et Arco. On va avoir des laboratoires qui, globalement, quand même souffrent, même s'ils ont moins souffert en 2021 qu'en 2020, souffrent de cette année, de l'organisation de l'année. C'est effectivement Boiron, Gilbert et Blédina. Et puis, on va avoir des laboratoires qui, après une année difficile en 2020, font une belle année 2021. C'est typiquement Sanofi, UPSA, Pilège, Procter & Gamble. Et on voit effectivement, ça permet effectivement, de notre point de vue, vous me direz, de pouvoir avoir sur la même lecture le niveau de performance et savoir si c'est lié à du contexte ou c'est plus pérenne à travers la pandémie. Les contributeurs à la croissance en termes de laboratoire par rapport à l'année dernière. Alors, sur le podium, on va avoir du Sanofi en première position, suivi par Urgo et Reckitt. Et pour terminer le quintet, on va avoir Procter & Gamble et UPSA.
et Biogarant qui fait en termes de générique une forte croissance sur ses contributeurs à la croissance. Et puis, je sais, vous allez me dire, OK, mais 2019, 2020, ce n'était pas vraiment une année, donc on a fait la même chose par rapport à 2019. Et on voit, on a Sanofi, on va voir Nutergia sur le podium, on a Biogarant qui est effectivement troisième sur les plus grosses évolutions par rapport à 2019. Et pour terminer ce quintet, on va avoir Procter & Gamble et la Cooper. Petit focus sur les compléments alimentaires et qu'est-ce qu'on y voit sur ces compléments alimentaires, forte dynamique qui est soutenue année après année, plus 15 par rapport à 2019, plus 11 par rapport à 2020. Et là aussi, on voit, il n'y a que le stress pour lequel on a eu une forte hausse en 2020 et une baisse en 2021. Mais sinon, vous pouvez voir sommeil, évolution forte sur ces 2 années, l'immunité défense naturelle, le tonus vitalité, ça vous fait le retour par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'automédication. J'ai une baisse du médicament, pourtant j'ai une montée en santé conseil, ce qui montre que du coup le complément alimentaire a pris le relais. On a la toux qui respire, puis surtout, et je prie vraiment de m'en excuser quand je regarde des promesses qui sont en baisse en 2020 et en 2021, c'est la minceur qui durablement reste en décroissance sur ces 2 dernières années. Et là aussi, vous le voyez, dans les contributeurs à la croissance, fort décalage entre le poids que pèse le top 10 des contributeurs à la croissance versus le top 10 des contributeurs à la décroissance, quasiment 200 millions versus 40 millions. Et là aussi, vous voyez, quasiment tous les segments sont en croissance année après année, que ce soit le trouble de l'humeur, que ce soit l'immunité, que ce soit les cheveux, que ce soit l'anti-chute. Il n'y a que la toux qui tousse, si vous me permettez ce jeu de mots. Et puis, on l'a vu tout à l'heure dans les contributeurs à la décroissance, la perte de poids et l'équilibre digestif. Alors, en termes de laboratoire, là aussi, petit changement, Arco prend la première place des compléments alimentaires juste devant Pilège, qui effectivement était en décroissance en 2020 et qui s'est ressaisi en 2021. On va avoir Nutergia, qui est de nouveau dynamique. Procter & Gamble, on va y venir dans quelques instants, notamment à travers les gummies. Et effectivement, on a certains laboratoires qui sont en recul sur 2020 et sur 2021 de manière plus structurelle. Quand on regarde sur ces compléments alimentaires par rapport à 2019 en contributeur à la croissance, Bayer en 1, on l'a vu tout à l'heure, probablement aussi un effet, pas uniquement, mais un effet Verroca qui switch du médicament au complément alimentaire, Procter & Gamble et Nutergia, suivi par Arco et NHCO. On voit bien qu'on va avoir des concepts aussi d'installation de marque qui sont complètement différents. Vous le voyez, on a l'Achillée qui apparaît dans le top 10. On a aussi Biocodex Iprad qui rentre dans le top 10 des contributeurs à la croissance sur ces 2 années. Alors, on ne pouvait pas parler de 2021 sans faire un petit focus sur les gummies. Là, effectivement, une installation forte et rapide de cette galénique, de ce concept qu'est les gummies, qui est passé de 16 millions l'année dernière à quasiment 38-40 millions cette année. Et quand on regarde, on a mis deux podiums, le top 3 des laboratoires en valeur absolue et leur évolution. On voit bien que là aussi, on a différents laboratoires avec des dynamiques et des trajectoires qui sont différents. On va avoir d'un côté Procter et l'Achillée avec des fortes dynamiques. Vous voyez des 1000% d'évolution pour Procter avec Zézéquil. On a l'Achillée aussi qui a une croissance de 500%. On a Perrigo, principalement avec Valda, qui reste stable dans ce contexte-là. Et quand vous regardez les contributeurs à la croissance, Procter et l'Achillée qu'on vient d'aborder, puis sur la 3e place, quasiment ex aequo, Inelda et Arco Pharma, avec des croissances qui sont encore réduites, avec peut-être des développements à venir pour accroître la pénétration des gummies. Point sur la dermo et l'hygiène. Là aussi, on voit un marché qui se tient, qui reste fort. C'est vrai qu'il y a toujours cette question de l'essor de e-commerce, quelle place ça a. On vous réserve aussi là aussi des surprises sur 2022, mais ce qu'on voit quand même, c'est que le marché reste dynamique dans la pharmacie, hors gel hydroalcoolique.
plus 4, plus 5 par rapport aux 2 dernières années. Et là aussi, quand on compare par rapport à l'année dernière sur les évolutions, on voit bien que beaucoup de laboratoires, même vous prenez le top 7 des laboratoires, le top 8, le top 9, mais quasiment le top 10, il n'y a rien qui bouge en termes de place. On a effectivement des laboratoires qui ont repris des couleurs, comme Aven, qui ont conservé leurs couleurs, comme La Roche-Posay, Nux et Caudalie. Vous voyez, on va avoir un Filorga qui sort la tête de l'eau par rapport à l'année dernière, ce qui montre qu'effectivement, on a un attachement à la marque pour certains d'entre eux. On a SVR qui gagne 4 places dans ce top 20. On a Eucérine qui grignote une place. On a La Rosée qui fait une très, très forte poussée, qui était 40e l'année dernière et qui passe 19e. Et puis, on voit quand même des marques qui ont des involutions qui sont quand même circonscrites. Ça fait toujours mal au cœur de voir des décroissances, mais on va avoir un Vichy qui est tout juste négatif, on va avoir un Roger Gallet qui est tout juste négatif aussi sur l'année, on va avoir un Velleda, et donc on voit bien qu'effectivement, on a des raisons aussi de voir une santé de l'hygiène et de la dermo qui s'installe, qui est déjà bien installée, mais qui résiste et qui fait plus que résister, puisqu'on a des croissances qui sont fortes. Le podium des contributeurs à la croissance sur 2021, La Roche-Posay premier, suivi de La Rosée et Caudalie. Et là aussi, on peut voir, on a des marques qui sont plus récentes, comme CeraVe, qui est dans le top 10 des contributeurs à la croissance. On a SVR qui est fort, on a Nux qui revient. Alors, vous allez me dire, OK, ils avaient fait une mauvaise année l'année dernière, mais encore faut-il pouvoir reprendre des couleurs. On a Aven qui est dans le quintet. Puis aussi, on a des marques qui émergent, qui existent, qui apparaissent comme Pin-Up Sucrète en 9e position, et Urgo sur une hygiène et une dermo forte, mais qui du coup est dans le top 10 des contributeurs à la croissance. Le bio en pharmacie, c'est toujours dynamique, mais ce n'est que 400 millions d'euros. On avait une forte croissance l'année dernière, elle est plus réduite cette année, mais s'installe petit à petit, avec effectivement des segments qui sont en croissance, que ce soit en dermocosmétique, que ce soit en nutrition ou même en complément alimentaire. On a vraiment l'essor ou une volonté de développer ce bio. Et puis, regardez le top des contributeurs à la croissance du bio. Arco, premier contributeur au bio. H&H avec BioSteam. Pareil, une marque qui émerge, ou du moins en forte croissance sur 2020, c'est Pandati, donc 3e contributeur à la croissance du bio. Et puis, on a des marques d'hygiène comme MKL Green Nature, on a des marques comme Léa Nature, on a Ederma en dermocosmétique, on a Pranarome. On voit bien qu'on va avoir différents acteurs qui s'installent dans le bio, et puis surtout l'arrivée de marques qui sont à la fois avec une connotation très digitale, qui pénètrent ce marché en pharmacie et qui arrivent à être significatives en contribution à la croissance sur cette année. Patrick, parlons sérieusement. L'hôpital, ça donne quoi sur cette année 2021 ? Alors, sur l'hôpital, on constate que l'évolution par rapport à 2020 est très importante, puisqu'on a une croissance de plus 11%. Et si on se compare à 2019, qui était une année entre guillemets normale, on est également sur une croissance de plus 6%. Donc, un marché hospitalier en 2021 qui a eu une forte croissance. Alors, voyons comment ça s'est passé au niveau de ce marché. Quand on regarde la croissance des principales classes, donc d'abord les contributeurs à la croissance, qui représentent plus d'1 milliard d'euros de croissance en 2021, 1,126 milliard. C'est principalement une classe qui rafle tout, c'est la L01G, les antinéoplasiques anticorps monoclonaux, avec plus 868 millions, 29% de croissance. Ensuite, on retrouve 4 autres classes qui ont des progressions et qui sont les 4 classes qui progressent le plus, mais avec une contribution à la croissance quand même beaucoup plus faible, les facteurs de coagulation,
antinéoplasiques, produits du système nerveux essentiel, immunosuppresseurs. Quand on regarde ensuite les contributeurs à la décroissance, on voit qu'ils ne pèsent que pour 275 millions de décroissance par rapport à cette croissance de plus de 1,126 milliard. Et là, on retrouve des classes qui pèsent à peu près dans la décroissance, qui sont sensiblement à peu près au même niveau. Bon, les antinéoplasiques, platine, la L01F qui représente un peu plus avec moins 80 millions, mais les céphalosporines, donc là, c'est la baisse de pathologie, les anesthésiques généraux, moins 46 millions, moins de recours à ces produits, des stocks importants, les pénicillines également, on est dans le même cas que les céphalosporines, et les antipsychotiques à moins 38 millions, c'est un peu l'explication qu'on avait même pour la ville sur ce type de produits. Alors voyons maintenant comment ça s'est passé au niveau des laboratoires. Au niveau des laboratoires, globalement, l'ensemble des laboratoires affichent une croissance forte à l'hôpital. La palme revient à MSD, qui est le premier laboratoire en chiffre d'affaires et qui affiche une croissance entre 30 et 40%. Ensuite, on retrouve Roche qui a une croissance au-dessus du marché, également aux alentours de 10%. Janssen avec une croissance de près de 60%. Sanofi qui a une forte croissance au niveau de celle du marché, tout comme le LFB, Pfizer, Fresenius. On a Celgene et BMS qui affichent des croissances positives, mais un peu inférieures au marché. Et un seul laboratoire connaît une année un peu plus difficile, c'est Viatris qui a une involution sur cette année 2021. Alors, quand on regarde maintenant la situation au niveau des produits, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une classe qui monopolise toute la contribution, c'est la L01G. On le retrouve au niveau de la contribution des 5 premiers produits. Keytruda, plus 400 millions, allez, on va arrondir, L01G. Darzalex, plus 245 millions, L01G. Mvasi, plus 64 millions, L01G. Et Sarclisa, plus 60 millions, L01G. Au milieu, on retrouve Mlibra, qui est un facteur de coagulation de la B02D, à plus 114 millions. Donc, on voit vraiment que les produits de la classe des antinéoplasiques anticorps monoclonaux a vraiment été la classe et les produits qui ont tiré cette croissance. Alors, slide suivante. Quand on regarde maintenant le taux de pénétration des biosimilaires à l'hôpital. Alors d'abord, on regarde toutes molécules confondues. On voit que là, il y a eu une légère croissance sur les 3 dernières années. On est passé de 6,5 de taux de croissance en 2019 à 7,5. Donc là, la croissance en 2020 était limitée. En revanche, en 2021, là, il y a eu une explosion du taux de pénétration de ces biosimilaires, et notamment à partir du mois de mai, où on est passé en gros de croissance aux alentours de 7% à 9%, puis jusqu'à 14%. Et là, on est à la situation à fin novembre, on aura les chiffres de fin décembre dans quelques jours, mais nul doute qu'on sera entre 14 et 15%, ce qui voudra dire que sur l'année entière, on dépassera les 11% de taux de pénétration des biosimilaires. Alors, c'est une situation globale. Quand on enlève maintenant 2 molécules qui ont des taux de pénétration particulièrement bas, c'est l'enoxaparine et l'insuline glargine, là, on voit que la situation est un peu différente, puisque les taux de pénétration de ces biosimilaires étaient déjà forts sur les années précédentes. Ils étaient en 2019 à 48% pour ce segment. En 2020, on est passé à 55%, à 55,6%, et on passe à 60% en 2021. Donc, il y a une augmentation, elle est un peu moins forte que quand on regarde l'ensemble des biosimilaires, ce qui veut dire que ces 2 produits ont eu une pénétration, sûrement leur biosimilaire, une pénétration plus importante. Donc voilà pour l'hôpital.
On va terminer ces ateliers par les points marquants, quoi, il y a 2 slides sur les points marquants de la loi de finances 2022. Par rapport au PLFSS, il y a eu peu de modifications. Donc, sur le médicament, il y a eu quelques articles qui modifient les choses. D'abord, l'article 62, avec la création d'un accès direct post-avis de l'HAS pour une expérimentation qui se mettra en place au plus tard au 1er juillet 2022. Donc, l'accès direct concerne les spécialités qui ne font pas l'objet d'un accès précoce de niveau SMR et ASMR qui sont fixés par décret. Il faudra une demande de prise en charge au plus tard 1 mois après l'avis de la commission de transparence et dans les 2 ans qui suivent le début de l'expérimentation. Donc, cette prise en charge sera sous condition. Il ne faudra pas que les spécialités soient déjà inscrites sur l'une des listes de prise en charge. Pour les médicaments issus de la réserve hospitalière, il y aura une demande d'inscription sur la liste en sus qui devra être faite en même temps. Prise en charge d'une durée maximale de 1 an. Ce sera ouvert pour toutes les indications à condition que celle-ci n'est pas disponible en ville. Il y aura également un engagement de continuité de traitement d'au moins 1 an après la fin de ce dispositif. Et enfin, l'impossibilité d'ajouter une indication tant qu'il y a une indication en accès direct. Les obligations de l'exploitant, il faudra déclarer tout cela au CEPS avant le 15 février pour les CA et les volumes. Et versement de remise annuelle. David, tu peux revenir sur la précédente. Voilà. L'article 59, lui, qui est la 2e mesure, concerne la régulation des médicaments avec AMM miroir. Donc, ça concerne toutes les spécialités qui sont inscrites pour au moins une de ces indications, CODEIS 999, sur la liste en sus, et qui peut être susceptible d'être utilisé en association avec d'autres médicaments qui, eux, bénéficient pour cette ou ces indications en association d'une AMM ou d'une AAP qui doit faire l'objet d'une déclaration annuelle. Donc, et là également, versement obligatoire de remise chaque année selon un barème qui sera défini et qui sera déductible des remises conventionnelles. Encore un autre, David, article, l'article 26, c'est le nouveau montant M de la clause de sauvegarde pour 2022. Donc, ce montant passe de 23 milliards 99 millions en 99 millions en 2021 à 24,5 milliards en 2022. Donc, une augmentation. Et enfin, l'article 64, la substitution des médicaments biosimilaires en officine, donc cette fois-ci qui est rendu officiel, mais cela va se faire au travers d'un dispositif particulier. Donc, le pharmacien peut délivrer par substitution aux médicaments biologiques prescrits un médicament biologique similaire lorsque certaines conditions, et quand je dis certaines, c'est toutes les conditions sont remplies. Le médicament biologique doit appartenir au même groupe biologique que le biologique prescrit. Ce groupe biologique similaire doit figurer sur une liste qui est fixée par arrêté. Les conditions de substitution d'informations du prescripteur et du patient doivent être respectées. Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution, donc il n'y a pas de mention ANS sur l'ordonnance. Et enfin, si le médicament fait l'objet d'une distribution parallèle, la substitution s'effectue, elle, dans les conditions prévues à l'article L162-16. Alors, il va y avoir, comme le gouvernement l'a annoncé, une étude d'impact qui va être menée sur 2 groupes biologiques qui étaient initialement concernés. L'hormone de croissance, la somatotropine, le référent, c'est le génotonorme de chez Pfizer, et le 2e groupe biologique, c'est le facteur de croissance hématopoïétique pegfilgrastim. Donc, le référent, c'est le Neulasta d'Amgen. Donc, une étude d'impact sera menée. Nous ne manquerons pas de vous en donner les résultats au fur et à mesure au cours des ateliers. Donc, voilà pour ces 20e ateliers du GERS.
On tient encore une fois avec David à vous remercier toutes et tous pour votre très, très forte participation à ce premier atelier de l'année 2022. Encore une fois, excellente année 2022. Merci à toute l'équipe du GERS qui nous a aidés, David et moi, à préparer ces ateliers et à très bientôt pour le 21e atelier. Au revoir.